Acte le résumé de l'œuvre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Donc, dans une forêt près d'Athènes, Oberon et Titania se disputent. Un jeune page indien que la reine des fées refuse de céder à son époux. Pour se venger et récupérer ce qu'il considère comme son bien, Oberon envoie son serviteur Puck, lutin malicieux, chercher une fleur magique dont le sucre répandu sur les yeux d'une personne endormie fait tomber amoureux du premier être rencontré, humaine ou animal. Survient Lysandre et Hermia, désespérés à l'idée de ne pouvoir se marier, car le père d'Hermia ne veut pas cette union. Surviennent Lysandre et Hermia, désespérés à l'idée de ne pouvoir se marier, car le père d'Hermia ne veut pas de cette union. Lysandre lui propose de fuir, évitant ainsi à sa fiancée d'épouser Démétrius contre son gré, et lui révèle l'existence d'une riche tante qui pourrait les aider. Démétrius arrive justement poursuivi par les ardeurs d'Héléna. Donc Démétrius va poursuivre aussi Lysandre et Hermia, poursuivi par les ardeurs d'Héléna, qu'il tente en vain de repousser. Témoin de cette attitude, Oberon charge Puck de punir l'ingrat, en lui appliquant le sucre magique et de faire qu'au réveil, ses yeux tombent sur Héléna. La clairière est ensuite envahie. Donc un espace dégarni d'arbres dans la forêt, c'est ce qu'on dit. La clairière est ensuite envahie par un groupe d'artisans venus répéter une pièce de théâtre tragique, une tragédie de Pyrame et Thisbé. Traduit l'amour tragique. Pyrame et Thisbé. Les deux se sont suicidés. Destiné à être joué à l'occasion des noces de Thésée et Hippolyta. On a affaire à ce qu'on appelle la mise en abîme, le théâtre dans le théâtre. Les rôles distribués, ils se séparent. Désormais en fuite, Lysandre et Hermia tombent de fatigue. Désormais en fuite, Lysandre et Hermia tombent de fatigue. Profitant de leur sommeil, Puck applique le sucre sur les yeux de Lysandre, qu'il prend à tort pour Démétrius. Au réveil, Lysandre aperçoit Héléna, dont il tombe fou amoureux et qu'il poursuit de ses ardeurs, abondamment Hermia. Inquiet de l'absence de son amant, se sépare à sa recherche. Arrive enfin Titania. Elle s'endort sur la mousse, donnant l'opportunité à Oberon d'assouvir sa vengeance. La présence de Titania endormie n'empêche pas les artisans de commencer leur répétition qui se révèlent des plus laborieuses, attirés par un bruit dans les fourrés. Botton s'écarte un instant du groupe, ce dont profite Puck pour le transformer en âne. Cette apparence monstrueuse provoque la fuite de ses compagnons. Le chant qu'entame alors Botton finit par réveiller Titania, qui tombe immédiatement sous le charme de l'animal, pour la plus grande satisfaction d'Oberon et Puck, témoins de la scène. Ils sont bientôt interrompus par Démétrius, toujours aussi déterminé à gagner les faveurs d'Hermia, alors que Lysandre poursuit désormais Héléna. Lorsque Démétrius succombe au sommeil, Puck se trompe de nouveau et applique le sucre sur les paupières du jeune homme. À son réveil, Démétrius tombe à son retour sous le charme d'Héléna. Le quiproquo entre les quatre amants est à son comble. Furieux, Oberon entreprend de rétablir la situation en dormant les deux couples et en versant le sucre de la fleur magique de manière à ce que les couples se forment harmonieusement. Acte 3.
Cette folle nuit écoulée, Oberon réveille Titania, qui croit être sortie d'un mauvais rêve, avant de découvrir avec stupeur à ses côtés un âne assoupi. Alors que Puck rend à Botan sa forme humaine, Oberon et Titania se réconcilient et les couples d'amants se réforment dans la plus grande quiétude. Hermia avec les Andres et Helena avec Démétrius. Pendant ce temps, les artisans partis à la recherche de Botan retrouvent leurs compagnons. Et tous gagnent le palais et ils s'apprêtent à présenter Pyram et Thisbé. La pièce est donnée devant Thésée et Hippolyta. Et les deux couples d'amants amusés des maladresses des artisans. Amants, en dépit de l'inimitié de leur famille, Pyram et Thisbé se déclarent leur amour à travers l'interstice d'un mur. Alors que Thisbé attend son bien-aimé à l'occasion d'un rendez-vous secret, surgit une lionne, en réalité, pas un lion, une lionne qui provoque sa fuite. Pyram, se retrouvant que l'écharpe attachée de sang de sa bien-aimée, il croit que Thisbé est morte. C'est pas bien expliqué. Il croit que Thisbé est morte et se suicide parce que Thisbé a uniquement laissé sa robe, mais le lion va l'attacher de sang. Sa robe, ça veut dire. Donc, il croit que Thisbé est morte et se suicide. Revenu sur les lieux, Thisbé découvre son amant inanimé et se donne également la mort. Les artisans achèvent les festivités. Les artisans achèvent les festivités par une danse bergamasque. Avant qu'Oberon, Titania et les fées se retirent, sollicitant l'indulgence des spectateurs. La structure de l'opéra par rapport à la pièce d'origine. L'opéra présente une action continue, sans scène ni acte, comme dans la première édition de la pièce de Shakespeare. Britten reste très fiable à Shakespeare dans l'ensemble. Pourtant, Britten choisit à couper tout le début des yeux et Hippolyta leur rôle chez Shakespeare. Ils n'apparaîtront qu'à la fin, la transition entre le reste de la pièce et la scène finale est en quelque sorte abrupte, car chez Shakespeare, c'était le monde de la normalité au début qui se retrouvait à la fin. C'est le sort que jette Oberon, qui est le point central du livret. L'accent dramatique se fait au profit du monde surnaturel. Le nouveau découpage opéré par le compositeur. Alors, c'est pas grave. Passons maintenant au plan. Le plan est simple. Acte 1. On a exposition, caractérisation des personnages, données de l'intrigue et présentation des comédiens artisans. Acte 2, péripéties, l'envoûtement, ses effets, répétition de la pièce dans la pièce, querelle des amoureux. Acte 3, dénouement, réunion des couples et représentation de la pièce. Acte 1. Effet de 5 séquences consacrées aux 3 mondes successivement au miroir A, B, C, B, A. Les interférences entre les mondes sont soulignées par une ritournelle orchestrale. L'acte 1 s'ouvre et se conclut dans une atmosphère féerique. L'acte 2 garde une structure très simple. Il reproduit presque le 3e acte de la pièce, avec une scène de l'acte 4 en plus. L'acte 3 comporte 2 tableaux. Le premier encore dans la forêt, le second au palais de Thésée, qui
Pour la première fois, la fin renverse la perception. Deux tableaux. Dans la forêt, le second au palais de Thésée. Pour la première fois, la fin renverse la perception. C'est le monde réel qui semblera au spectateur. L'acte 2 comporte deux tableaux. Le premier encore dans la forêt, le second au palais de Thésée. La fin renverse la perception. C'est le monde réel qui semblera. L'acte 3 comporte deux tableaux. Le premier encore dans la forêt. Le second au palais de Thésée. Qui apparaît pour la première. La fin renverse la perception. C'est le monde réel qui semblera étrange au spectateur. Conte des fées, Elisabeth Ra. La nuit du milieu d'été. La nuit du milieu d'été est la plus courte de l'année. Et la plus courte. Attention. C'est de la Saint-Jean, le 24 juin, correspondant au solstice d'été. Solstice d'été. Solstice d'été. Solstice d'été. Solstice. Solstice. Un éloignement de l'équateur et paraît être stationnaire pendant quelques jours. Dans le jour à part opposé à la nuit et le plus court dans une année. Solstice. Pardon, en arabe. Je vais voir la traduction en arabe, j'en ai besoin. Solstice. Solstice. Correspondant solstice. Cette nuit est festive. Et le temps. Cette nuit est festive. Et le temps de la fête est un temps chamboulé. Cette nuit est festive. Et le temps de la fête est un temps chamboulé, qui précède le temps orienté, de la cause à l'effet, le temps réglementé. Sur ce chamboulement du temps que joue Shakespeare qui introduit le désordre et le laisse s'installer pour restaurer l'ordre à la fin. L'espace. Le terme Hawaii est omniprésent dans la pièce et renforce l'impression du mouvement, de fuite dans le temps et dans l'espace. Ce mouvement perpétuel est une sorte de métaphore spatiale de l'inconstance amoureuse. Une fuite en avant caractérisée par l'aveuglement qui ne cessera que lorsque l'ordre amoureux sera rétabli. Le bois est le lieu de la liberté, de la joie païenne. Un autre monde que celui de l'histoire, un refuge pastoral. Il est le lieu de la fuite et le lieu refuge. Lieu où tout est en mouvement, où l'on fuit les autres et où l'on se fuit soi-même. L'imaginaire de la forêt est très important chez Shakespeare. La cité devient funeste et le bois devient le lieu du rêve et de l'innocence, de la comédie aussi. En effet, la forêt est le lieu des inversions comiques, des erreurs, des renversements divers, de bois est le lieu du comique, au-delà de la loi. On retrouve la liberté, mais aussi la confusion. Les personnages ne comprennent plus rien et seront plongés dans un état de grande perplexité. Lysandre gardera un souvenir brouillé de sa nuit dans ce labyrinthe végétal et mental. Les personnages sont envoûtés et en viennent à imiter ceux qui peuplent le bois.
La forêt est aussi traditionnellement le lieu des forces fantastiques et irrationnelles, des esprits et des faits, par opposition à la vie, lieu de la raison. Les personnages du monde merveilleux. Donc, on a des 21 personnages de la pièce de Shakespeare. Britten et Peirce en ont retenu 19. Les personnages du monde merveilleux sont les plus nombreux. Oberon et Titania. Oberon est un personnage de la chanson de geste, Lyon et de Bordeaux, daté du XIIIe siècle, où figure un nain prénommé Oberon, auxiliaire du héros. Titania envoie au Titan et semble une figure dérivée de la déesse Artémis. Oberon est souvent comparé au personnage de Peter Kent dans le Tour d'écrou de Britten. Ces mélodies ont un charme envoûtant et un étrange. C'est pas important ça. C'est pas important ça. La métamorphose. La fleur magique. La fleur est l'objet magique. Elle sert de lien érotique et sensuel entre les personnages. Britten ne traite pas les objets sur scène comme de simples éléments de décor, mais leur confère un rôle dramaturgique et une puissance poétique. Si l'on observe par exemple le moment où Puck verse le sucre de la fleur magique sur les yeux de ses victimes, on remarque que le geste est soutenu musicalement par une mélodie qui revient chaque fois que Puck accomplit ce geste. Or, la musique reprend le thème de I Know a Bank d'Oberon. Au moment où ce dernier envoie Puck à chercher la fleur magique. Il semble alors que la fleur délivre son pouvoir d'enchantement par un épanchement de la musique. Il ne s'agit pas d'un quelconque leitmotiv lié à la fleur, mais d'un déclencheur qui provoque l'enchantement d'un moment, hors temps où l'on insiste sur l'effet. L'objet n'est donc pas traité en tant que décor, mais est pris dans un processus dynamique qui lie Puck à Oberon et Oberon. Ce n'est pas l'objet fleur qui importe, mais son effet sur les corps, effet lénifiant et sensuel qui agit directement sur Oberon. Métamorphose en âne. Le personnage est érotique, sans aucun doute. Il est déjà dans l'âne d'or d'Apulée. Oui, exactement. C'est Oberon qui choisit cette transformation. Et on peut penser que c'est pour insister sur le caractère incongru de l'amour de Titania pour l'enfant page. Elle se met à éprouver de l'attirance pour un âne, animal réputé à la sexualité la plus forte. Le théâtre dans le théâtre, Elisabeth Rallo. La pièce de Thiram et Tisbé. Pas grave, revenons à le bouton. Roméo et Juliette et le songe de Louis d'été ont tous deux pour modèle commun le Pyrame et Tisbé des métamorphoses d'Ovide. Pyrame et Tisbé jouent le rôle attendu de mise en abîme en faisant écho à divers événements survenus jusqu'alors. L'amour empêché de Lysandre et Hermia rappelle ainsi celui de Pyrame et Tisbé. Hermia, abandonnée par Lysandre, croit son amant mort de même que Pyrame. Pyrame croit sa bien-aimée dévorée par le lion. Quel est le statut du Pyrame et Tisbé de Shakespeare? Pastiche ou parodie? C'est les lourdeurs stylistiques viennent tourner en dérision des pièces populaires de piètre qualité littéraire. Les personnifications surprenantes, le mur en particulier joué par l'un des artisans, évoquent les moralities, plies, les moralités. Le terme exact ne serait donc pas pastiche, mais charge. 6b. Le travestissement burlesque reprend les personnages d'une intrigue célèbre pour les faire parler grossièrement. Ovide est clairement travesti par Shakespeare, car son style est à peine présent dans la pièce.
mais son sujet est repris. Quand Shakespeare écrit Pérame et Thisbé, il travestit Ovide, travestit Ovide, travestit Ovide, travestir. Cherche le sens exact. Pardon. Imiter uniquement, ironiquement, travestir. Déguiser. Mais, en écrivant mal et en se moquant du style ampoulé des dramaturges de son époque, il est à la fois dans l'imitation stylistique et la réécriture burlesque. Les artisans, et Boton en particulier, restent des personnages poétiques. La transformation des acteurs en objets marque une étape vers une mise en scène poétisée. La pièce dans la pièce, pour rater qu'elle soit, témoigne d'une imagination fertile. Les sottises, les mots écorchés et les autres abus de langage des artisans révèlent en filigrane qu'ils défigurent les personnages ovidiens, non sans leur attribuer un nouveau visage, une nouvelle identité. Les voilà transfigurés à travers l'art. On les dit, mais renouvelés. Pyramidis B est une copie trop déformée d'un épisode ovidien. Pyramidis B est une copie déformée d'épisode ovidien, doublée d'une mise en abîme de la pièce de Shakespeare. Le rire prend le pas sur l'émotion. Voilà. Si vous avez besoin de ce document, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai le document. Shakespeare. C'est l'opéra, etc. Ça, c'est pas notre affaire. Comment aborder l'œuvre? Il est plus simple de commencer par sa propre histoire. Ah? Ah. Afin que la musique vienne nourrir et affiner l'image que les élèves se sont faites de personnages avec lesquels ils sont alors en affinité. L'intrigue est complexe, les péripéties nombreuses et il est ardu a priori de tenir en l'air les jeunes spectateurs en suivant le fil narratif tel qu'il se déroule sur scène. Dans un premier temps, il est plus simple de présenter distinctement les trois univers présents au cœur de la forêt, en y associant leur identité textuelle, musicale et scénographique. Trois univers l'univers féerique, personnage, le roi Oberon, la reine Titania, les fées, dans le texte, champ lexical de la nature, de la forêt, de sa faune et de sa flore fantastique. Les timbres associés par Benjamin Britten, voix haute, collaborateur d'enfants, céval, instrumental, magique, etc. On écoute. Oberon. Personnage, les ondes Hermia, Demetrius Elena. Les timbres associés par Benjamin Britten, distribution vocale plus commune, ténor, mezzo, soprano, baryton et soprano, pupitre de cordes et de violet. Les couleurs associées à Robert.
Attends le blanc, puis le vert, quand le sentiment se soumet à l'effet de l'enchanteur. Pièce de théâtre des rustres. Des rustres. Pouc. Pardon. Je sais pas moi, c'est chanter ou quoi. Bon, c'est pas grave, on s'arrête là. Merci et au revoir.